Bonne année et bonjour à tous et à toutes. Ravi encore une fois de vous retrouver dans l'atelier de Trading Live pour l'analyse des marchés de ce... Nous sommes jeudi 9 janvier 2020 et il y aura beaucoup à raconter aujourd'hui car les marchés sont complètement en apesanteur. Et oui, pour paraphraser Jules-Édouard, moustique pour les connaisseurs, les fans du Groland. Et oui, Jules-Édouard, depuis effectivement le début, milieu du mois d'octobre, les marchés financiers, en tout cas le marché américain, a décidé de faire une hausse quasi continue de l'ordre de 15%. Autrement dit, un rythme complètement insoutenable en annualisé dans des circonstances d'une macroéconomie pas forcément florissante, voire même avec des dangers qui guettent. On vient juste de faire exploser avec un drone un général en Iran. Le Brexit va bientôt arriver. Les élections américaines sont demain, pour ainsi dire. Après-demain pour les élections françaises, on dira. Autrement dit, rien ne justifie de se satelliser à ce point. Autrement dit, c'est dommage de passer à côté d'un rallye comme ça. On a gardé quelques positions dans le portefeuille, tant mieux, mais on ne bénéficie pas des quelques derniers à-coups. Je ne sais pas comment cela se terminera. Ça confirme encore une fois qu'il ne faut pas être désinvesti des marchés. Mais pour autant, restons quand même un petit peu perplexes dans la mesure où une hausse de 15% en 3 mois n'est pas annualisable. Ce n'est pas, je ne dirais pas que ce n'était pas possible. Je dirais que dans une macroéconomie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est juste difficile à imaginer ou hautement improbable qu'on maintienne ce rythme. Donc il est sain d'espérer une correction de l'ordre de quelques pourcents, au moins vers des points d'appui standards, c'est-à-dire le précédent canal ascendant dans lequel nous étions, de l'ordre de, donc une correction de l'ordre de 2-3%, et pourquoi pas revenir sur le précédent canal sur lequel nous étions, c'est-à-dire de l'ordre de 7 à 8%. Ce serait une correction, on va dire, saine, entre guillemets. Il ne faudrait pas s'en inquiéter, ce ne serait pas la remise en cause du bull market. Mais là, vous voyez que cette flèche bleu clair, c'est vraiment le marché passé en mode très euphorique, très, très heureux. Tout va bien, Madame la Marquise. Donc, en l'occurrence, nous sommes plus perplexes que jamais. Nous avons pu surfer jusqu'à là encore aujourd'hui la hausse de ce marché, mais nous n'avons plus vraiment d'exposition haussière sur le portefeuille. Nous commençons à activer des protections pour une petite correction. Ce que nous allons observer, je pense, du côté des actifs défensifs, comme l'or. L'or qui a dû faire voilà, un pic ces derniers jours, l'or qui était dans son canal tranquillement et qui du coup a, sur les news de drones qui font exploser des généraux irakiens en Iran, non, des généraux iraniens en Irak, ça fait beaucoup pour un secteur qui est éminemment volatile et très 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 connecté aux matières premières comme le pétrole. Et je vous passe les problèmes géopolitiques. Donc l'idée c'est que l'actif défensif a dit oulala, oulala, il y a eu une petite envolée hein, d'un coup d'un seul, l'or qui fait du 7-8% en quelques petites semaines ou quelques jours, c'est pas mal pour l'or. Donc on observe que la tendance long terme de l'or va bientôt coïncider avec le bas du canal dans lequel elle était, c'est-à-dire que l'or est vraiment dans une position soit on repart complètement à la baisse sur l'or et c'est l'euphorie sur les marchés, soit l'or a un gros point d'appui par ici, donc l'actif défensif va bientôt être soutenu. Là où les actifs actions sont eux complètement partis à la hausse. Il y a 2-3 symptômes qui se mettent en place. L'immobilier américain a un petit peu inversé sa tendance, il a fait une tentative en dessous de ses moyennes longues qui a été de très court terme, c'est-à-dire que le support a complètement joué son rôle, il a été appuyé et on a rebondi dessus, donc on est à un point d'inflexion bientôt par ici, mais la tendance semble vouloir se redessiner un petit peu baissière, donc pour l'instant pas forcément haussier sur l'immobilier, c'est sans doute les politiques de taux à venir qui mettent un petit peu le haut là sur les perspectives immobilières. Quant à l'actif obligataire, lui, a marqué un peu le coup avec ses explosions au Moyen-Orient. Le fait est que également l'actif obligataire long terme américain vient également s'appuyer sur ses moyennes mobiles longue période. Donc encore une fois, sommes-nous à l'inflexion et on repart à la baisse et donc les actifs défensifs
s'écroule et laisse les actions grimper jusqu'au plafond, ou est-ce qu'on est en train de s'appuyer sur des points d'appui d'inflexion avec les actifs défensifs, et ce sont les actifs défensifs qui vont repartir à la hausse, et les actions qui, elles, vont corriger. Ce serait plutôt mon scénario sur le principe. Regardons du côté de la volatilité. Ce que nous dit la volatilité, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans les choux à nouveau. Vous voyez que les points bas ici sont aux alentours de 11-12 points, donc on est à nouveau très bas. Il n'y a pas de volatilité pour le moment. Il y a eu un petit soubresaut de volatilité, encore une fois, avec les événements au Moyen-Orient, mais ça a fait pchit, comme diraient certains, ou comme l'ont dit certains. Et donc nous sommes vraiment en dessous des moyennes de risque, de crainte sur les marchés. Donc il n'y a pas de crainte à proprement parler visible sur les indicateurs, sinon que quand, moi je leur dis à chaque fois, quand la volatilité est faible, elle peut, vous le voyez, faire des pics haussiers d'un coup d'un seul, que quand elle est déjà élevée, elle ne monte pas non plus jusqu'au plafond. Donc on peut s'imaginer que les actions hautes et les actifs défensifs bas, ainsi qu'une volatilité basse, indiquent plutôt un possible appel d'air, petite correction. Sans doute rien de méchant, pas de perspective de crash à l'horizon, mais quand même une remise un peu en cause du scénario. J'en veux pour preuve par exemple l'actif devise euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui était sous sa moyenne mobile pendant très longtemps, sa moyenne mobile en bleu ici, qui a joué le rôle de chapeau ici, comme on l'avait annoncé jusqu'ici, rien de... c'est pas de la boule de cristal, c'est juste du comportementalisme. L'actif euro-dollar est venu toucher cette résistance, c'est donc cogné la tête sur le plafond, reparti un peu à la baisse, et là, c'est la deuxième vraie cassure ce coup-ci. Est-ce qu'on est en train de partir à la hausse ou au moins à une stagnation plutôt haussière, on va dire, de l'actif euro-dollar et une fin à cette baisse qui durait depuis si longtemps désormais, avec tout ce qui se passe au niveau macroéconomique Europe, Chine, US, est-ce que le dollar n'est pas monté un peu haut et il devrait se calmer justement ces jours-ci, ces temps-ci en tout cas, auquel cas ça commence à faire un peu évoluer notre scénario sur les trimestres à venir, sur la parité euro-dollar. Voilà, je retrouve les abonnés au portefeuille juste après cette analyse et je dis aux youtubeurs à dans 2 semaines. Bye bye. Bien, passons désormais à la partie un peu plus technique, à savoir le portefeuille. Comment allons-nous nous positionner dans cet environnement? Alors, à première vue, apparemment, le S&P a décidé de ne pas avoir de limite. Très bien. Le VIX semble vouloir tomber dans les pâquerettes. Très bien. Nous sommes donc dans un contexte où vendre des options est extrêmement inintéressant, en ceci que du fait d'une volatilité faible, on est peu rentable, et du fait d'un marché potentiellement à l'aube d'une petite correction, c'est peut-être pas forcément le moment de vendre des puts. Parce que le VIX peut être amené à grimper, le marché corrigé, donc si on vend des puts, c'est qu'on s'attend plutôt à une stratégie neutre ou haussière. Donc on est plutôt dans un scénario dans lequel on achèterait des options, ou un scénario dans lequel aussi également on peut être amené à vendre quelques covered calls, par exemple, si on n'attend pas une hausse indéfinie des marchés. Donc pour l'anecdote, le covered call il est ici, sur les titres CVS qui sont détenus en portefeuille, donc petit profil de gain, CVS qui va et vient, qui a fait un plus haut de marché je crois, voilà, qui a fait un plus haut, qui stabilise, qui laisse ses moyennes mobiles revenir. Bon, rien de méchant. Le call va tomber demain, voilà, le 10 c'est demain. Donc sauf si d'ici ce soir, normalement avec le prix de rachat à 0,15, on est bon d'ici demain. Bon, ça me fait un θ de portefeuille qui est un peu distordu, ça veut rien dire là. Mais donc voilà, d'ici demain normalement, voilà, les deux covered calls seront rachetés, donc on pourra vendre à nouveau des covered calls sur un titre potentiellement à l'aube d'une nouvelle vague de hausse, je dis bien potentiellement. Voilà, vendre des calls. Et pourquoi pas, là je vous ai étudié 2 titres sur lesquels éventuellement, alors CMI Cummings est un petit peu cher aujourd'hui,
Donc du coup, je vais l'enlever ici. Donc ils sont ressortis dans mes filtres là sur Finviz. J'ai Walgreen qui ressort. Et là, je vous invite à considérer une approche que moi je trouve très intéressante et qui peut permettre de quand même compléter un peu le portefeuille dans le contexte actuel, parce qu'il faut quand même qu'on ait un θ minimum de portefeuille. Moi, dans mon cas, il faut que j'oscille au minimum aux alentours de 15. Donc là, aujourd'hui, je suis à 33, certes, mais c'est aussi très fortement dû à mon covered call, qui a été un peu malmené, parce que CVS est monté au-delà de 73,5 ces derniers jours. Donc là, forcément, je récupère fortement. Donc 24 dollars de θ, desquels il faut enlever, voilà, 33, faut enlever 24. Donc en gros, j'ai un θ qui retombe à 10. Donc ça veut dire qu'un θ de 10, moi, je fais pas mon objectif de gain. Il faut que je remette quelques points de θ dans le portefeuille. Mais je suis pas vraiment chaud à l'idée aujourd'hui de vendre des puts nus. Je préfère attendre encore en mode sniper. Je préfère attendre que le VIX repasse au-dessus de 15, fasse des petites buts comme ça. Donc ça, il y en a tous les mois, hein, quasiment. Il y a toujours une fenêtre de tir. Pensez à avoir vos alertes actives. Et là, ce que je propose de faire éventuellement, c'est de vendre des puts, en l'occurrence 2 ici, et d'acheter un put. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des spreads. Mais au lieu de faire un spread où, par exemple, sur Walgreen, qui est à 55 dollars aujourd'hui, au lieu de vendre, par exemple, le put 50 et d'acheter le put un peu en dessous, par exemple 48, 49, je vais faire ce qu'on appelle un ratio spread, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire qu'un ratio spread, c'est je vais mettre un ratio de ventes qui vont aller équilibrer un achat. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si je vends mes puts, je suis dans le profil de ce que je cherche à faire. Je cherche à vendre des puts pour faire du θ. Là, c'est un put 51. Le delta est à 0,2. C'est parfaitement le type de delta que je cherche. Donc, je pourrais le vendre tel quel. Je ne suis même pas obligé de faire un achat de put à côté. Mais l'idée, c'est qu'avec un VIX aussi faible, un marché haut, et donc de l'incertitude, si le VIX, si la volatilité devait grimper demain, mon achat d'options va gonfler, le prix va gonfler de lui-même du fait de la volatilité. Et si ça devait être délétère pour le marché, du coup le titre peut corriger et se rapprocher de ma vente de put. Donc je suis dans une condition où j'ai tous les éléments pour prendre mon gain sur un put acheté et rouler avec le gain en question, éventuellement mes puts vendus. Donc on va essayer de résoudre cette équation ici. Je ne sais pas si on y arrivera forcément. On va essayer. On va se rapprocher plutôt du prix vendeur. On va se mettre par exemple à 74. Je ne pense pas que je vais les toucher à 74. Et on va baisser petit à petit 74. Voilà, vous voyez, il n'y a personne à 74. Je suis plus ou moins tout seul. Je pense que je peux me mettre à 70 sans état d'âme. On va essayer de capter le 0,45 ici, mais il y a tellement peu de monde, je ne suis pas du tout sûr qu'on le capte. On va aller de 5 en 5, hein, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Et on va voir si on peut résoudre l'équation. 60. 60, on se rapproche quand même. Il y a peut-être des ordres fantômes entre les deux. On appelle ça des ordres fantômes, mais ils n'ont de fantômes que le nom. Ils existent bien pourtant quelque part. 55, ça passe. Donc là, j'ai vendu pour 110 dollars et je peux peut-être acheter pour 87. C'est-à-dire qu'en fait, mon achat de put est gratuit, voire même me générera 10 dollars. Vous me direz 10 dollars sur un mois, la belle affaire. Alors je vais essayer de l'acheter, lui, le moins cher possible, du coup, à l'inverse. On va essayer de l'acheter peut-être 77, puis on va remonter de 5 en 5. 77, il y a très peu d'acheteurs. Allez, on va se mettre d'emblée à 80, puis remonter de 5 en 5. 80, donc je suis bien et bien tout seul. 85. Toujours personne à 85, peut-être 90. Voilà. Donc qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a 3 scénarios possibles, et pas un de plus. Soit Walgreen grimpe, et je vais empocher la différence entre 109 et 91. À savoir 9 et 9, 18. Je vais empocher 18 dollars. Merveilleux. La belle affaire.
en un mois et demi. Donc ça me fait, là vous voyez, ça me fait un θ, donc 2,7 moins 1,5, ça me fait 1,2. J'ai augmenté mon θ de 1,2. Donc si le titre Walgreen grimpe, je gagne 18 dollars. Éventuellement, je vendrai le put acheté d'ici la fin, si vraiment le delta venait à s'écrouler, pourquoi pas. Si Walgreen stagne, même scénario que si Walgreen grimpe, rien à redire. Et si Walgreen baisse, là il se passe quelque chose d'intéressant, puisque mon put 52 va gagner en valeur. Donc là, je vais me mettre à gagner sur cette correction. En plus, si Walgreen baisse, c'est que potentiellement la composante volatilité augmente. Donc je me retrouve dans un scénario où je suis plutôt gagnant si le titre baisse ou si la volatilité augmente, tout en me laissant la possibilité de rouler mes deux puts 51 et d'empocher une différence entre 51 et 52 si Walgreen venait à baisser fortement et à traverser ce ratio spread. C'est-à-dire qu'en fait l'idée, c'est plus oublions le put que j'achète, je voudrais placer de nouveaux trades, mais je ne peux pas vraiment parce que les conditions m'indiquent qu'il vaut mieux que j'attende que le VIX regrimpe un peu. Mais je ne vais pas passer mon temps à attendre. Donc je pourrais vendre des spreads, tout simplement. Je vends le put 51 comme prévu initialement, et puis éventuellement j'achetais le put 50 ou le put 49. Oui, mais étant donné le contexte, je pense que le VIX peut repartir quand même un peu à la hausse, de manière costaud. Et donc à ce titre, là, si je ne fais rien, dans 2 cas sur 3, j'empoche très 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 sereinement mes 18 dollars. Donc ça ne fera pas vivre le portefeuille cette année, mais ça ajoute un petit peu de θ. Et si le titre venait à corriger avec le marché, je suis plutôt dans une bonne situation. Donc, en l'occurrence, dans un marché haut avec un VIX très faible, j'aime beaucoup cette approche qui vient justement rentabiliser ma vente de put nus normalement. Là, je les mets en spread, mais un spread un petit peu particulier, qui sera peut-être pas d'ailleurs amené à vivre jusqu'à l'échéance. C'est-à-dire que je serai peut-être amené à vendre pardon, le put acheté bien avant l'échéance, surtout si le titre continue de grimper, puisque effectivement les deltas vont s'écrouler et donc à un moment, il n'est pas forcément pertinent d'attendre aussi longtemps. Là, je le fais à titre défensif, parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en apesanteur. Mais donc, voilà mon scénario pour le moment. Je préfère cette option-là pour le moment, pour pourquoi pas entrer une position sur Walgreen qui ressort sur les screeners, parce que je crois que Walgreen a été un petit peu mouché ces derniers jours. Je crois qu'il est ressorti parce qu'il était sur un RSI survendu. Il était sur un RSI survendu et j'ai toujours pas trouvé la solution à mes graphiques, voilà, qui ont changé de... Ouais, voilà. C'est assez intéressant parce que vous voyez que le RSI est à 30, donc il entre à peine en zone survendue et on vient seulement de s'appuyer sur ces moyennes mobiles longue période. Donc là on est sur 200 jours hein, normalement sur celle-ci. Je vous redis ça. Attendez, excusez-moi, je reprends parce que le curseur c'est un petit peu particulier. Comment ça se fait que j'arrive plus à l'attraper? Oui, c'est bien la 200. C'est la 200 période. Donc la 200 période a été cassée à la hausse, ce qui est plutôt un bon signe. Et après, on a une petite correction qu'on a observée ici, là, en MACD, petite correction qui revient simplement s'appuyer sur la moyenne mobile longue période, avec une tentative encore de cassure à la hausse ici au MACD qui n'a pas marché, sans doute à cause d'un earnings qui a dû tomber juste ici. Et Walgreens, c'est un petit peu compliqué parce que on est sur du retail aux États-Unis et on est dans ce fameux mythe, l'apocalypse du retail avec Amazon aux États-Unis. Alors que ce sont quand même de très 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 grosses maisons. Très très grosses maisons. Donc voilà pour la partie action. Je vais petit à petit réinclure des positions pour maintenir mon θ au minimum à 15. Et surtout, je n'hésiterai pas à tirer des cartouches quand le delta, excusez-moi, quand le VIX repassera au-delà des 15, ce qui me permettra de ravoir du θ rentable dans le portefeuille et d'avoir des deltas contenus, parce que quand le VIX pète à la hausse, les deltas explosent. Sur les tangibles, donc il y a eu un achat de call sur le MLP, le Master Limited Partnership MPLX, donc MPLX qui est sur le pétrole comme on l'a dit.
C'est pas comme si le pétrole, avec ce qui se passe en Iran, c'était une carte à jouer sans doute intéressante. D'ailleurs, regardez, MLP, on a trouvé plus ou moins un peu un point bas aux alentours de 22, et là on a une belle inflexion. Tout a l'air de vouloir se réorienter gentiment à la hausse. Je dis bien gentiment. Gentiment, rien à redire. Rebond encore aujourd'hui. Ok, rien à redire pour l'instant sur MLP. Sur MPLX, pardon. TCO, Topman, deux positions à nouveau qui était un put 35 qui a été coupé en deux et remis sur l'échéance du mois de juin au strike 30. Donc TCO, je ne sais plus, est-ce qu'il est en train de rebondir un peu celui-là? Alors, rebondir serait un bien grand terme, mais au moins on a un point d'appui aux alentours des 30 dollars qui a été trouvé et qui semble vouloir ressouffler un peu. Ça fait un moment qu'on n'est pas passé au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, je crois. Oui, non, ça c'est la 30. Ça fait un moment qu'on n'est pas passé au-dessus de cette moyenne mobile. Ça remonte à ici. Et vous voyez, le scénario est assez similaire. Ça ressemble à ce qui s'est passé par ici. Il y a une belle courbe sur le MACD. On est loin des 40. On est loin de la moyenne mobile de 100 périodes. Mais le titre est vraiment massacré. Là, on est sur un dividende de plus de 8% sur potentiellement un titre immobilier juste malmené. Je serais content d'en sortir quand je pourrais en sortir, mais pour l'instant, on a surtout sacrément bien accompagné la baisse qui était au départ dans les 40 dollars et on est descendu jusqu'à 30. Ça fait quand même une baisse de l'ordre de 24%. Pas mal d'avoir pu accompagner ça pour le moment. Les obligations se portent comme un charme. Je crois que j'ai repris un petit peu de ANH, la Preferred C. Et sur le hedge, ce qui a dû se produire, c'est que donc le VXX, qui est un ETN qui voit sa valeur décroître au fil du temps. Voilà, d'ailleurs, il doit y avoir la recote ici qui doit être en train de s'opérer. C'est un peu particulier, ce sont des supports, les ETN, dont je ne maîtrise pas tout à fait la mécanique et c'est ce qui m'indique que je vais du coup en sortir également. Je ne maîtrise pas la mécanique des ETN. Je préfère rester sur mon VIX plutôt que de vendre les puts sur les ETN. Je vais essayer d'en sortir rapidement. Là, il y a une échéance au 17 janvier, donc dans une semaine. Le VIX est extrêmement faible. S'il pouvait y avoir juste un deuxième pic comme on a connu ici, je ne souhaite pas une deuxième mort avec des drones. Juste, je pense que s'il y avait un deuxième événement qui rechatouille un peu la volatilité, on sortirait vite et bien sur cette position. Cela étant dit, mes calls sur le VIX, eux, ont été rachetés à très bon compte. Ils ont complètement joué leur rôle. Donc, on va replacer. Tant que je gagne, je joue, comme disait l'autre. Donc, comment on positionne ça? Je rappelle la piste. Quand le VIX passe en dessous de ses moyennes, on va dire, standards, vous pouvez mettre ça sur des moyennes à 50 périodes, des moyennes à 100 périodes, vous choisissez la moyenne que vous voulez. Moi, arbitrairement, elle s'articule aux alentours des 15 points, actuellement en tout cas. Tant que le VIX est en dessous de 15, j'évite de vendre des options. Je préfère en vendre quand le VIX est par ici, vous comprendrez vite pourquoi. Quand le VIX est bas, comme c'est le cas actuellement, je préfère acheter des calls sur le VIX. Et un de mes critères pour acheter des calls sur le VIX, c'est par exemple quand le VIX est inférieur à 15 et est survendu en RSI. Par exemple, j'ai acheté des calls VIX quand on était ici en dessous de 15 et ici aux alentours de 40, même en dessous en termes de RSI. Les calls VIX ont été achetés ici et revendus ici. Petit gain à chaque fois, mais ça a tamponné le pic de volatilité qu'il y a eu ces jours-ci, qui s'est ressenti sur mes positions vendues. Donc en fait, l'idée, c'est simplement de l'acheter quand il est peu cher et de le vendre quand il devient cher. Là, par exemple, vous voyez, on était en dessous de 40, en dessous de 40 en RSI et en dessous de 15 sur cette barre-là. Il y avait la même opportunité à faire ici. Donc à chaque fois, vous pouvez ici, il y avait cette opportunité-là, il fallait juste être patient, donc octobre, novembre. Là, vous l'auriez acheté par exemple début mi-octobre et vous l'auriez revendu début décembre. Donc une échéance à 2 mois, 2-3 mois. Il est assez opportun de fonctionner comme ça. Ici, ça marchait très très bien également. On passe en dessous de 15, le VIX passe en dessous de 15, en dessous de 40 en RSI. On achète et on laisse courir. Observez cette mécanique, on la retrouve assez fréquemment.
Et donc, c'est la cartouche que je vais rejouer encore ici. Potentiellement, on est passé en dessous de 40 une fois. Là, on vient de le rater. C'est dommage, on aurait pu, ici, presque. Je pense qu'à un jour ou deux près, le RSI va repasser au-dessous de 40. Donc, il est envisageable de racheter un call. Il est envisageable prochainement racheter un call. On va regarder, là, on est à un VIX de 12,79. Donc, il est sans doute intéressant de s'y intéresser. Un call avec une échéance de 2 mois, donc par exemple le 17 mars. Donc le call 15 ou 14, 15 ou 16, hein, il ne faut pas aller très très loin. Le but c'est qu'on revienne vers les 15, donc qu'on redevienne à la monnaie. Donc là, moi je voudrais bien qu'on redevienne à la monnaie quand on sera aux alentours de 15. Rien ne m'empêche par exemple d'en acheter un. D'ailleurs, l'achat de un call ici est presque financé par la vente des VXX ici. C'est pas déconnant. Euh, Là, les achats des call 14 ont bien fonctionné et ont remboursé un petit peu l'attente sur les puts VXX. J'en avais deux pour le strike 15. J'en ai ajouté un pour le strike 14,5, histoire de rester sur la même échéance et de sortir assez vite. Là, potentiellement, je peux peut-être acheter une position aujourd'hui avec vous et repositionner. Vous voyez, des fois, faut être patient. Mais avec une échéance à 2 mois, je pense que d'ici 2 mois, il est fort probable qu'on voit des petits pics se mettre en place. Donc on va faire une première position ici. Et si le VIX continue de chuter bien en dessous de 40, ben pourquoi pas en racheter un deuxième. C'est des bons problèmes hein, quand ça se passe comme ça. On a des bons problèmes à piloter. Ça absorbe les chocs sur le portefeuille. De 45. Alors c'est un petit peu tassé ici. J'aimerais bien pouvoir lire de 45, de 50. Il y a beaucoup de vendeurs et un seul acheteur. Toujours des petites anomalies comme ça qui m'étonnent. Et bien regardez, on va le laisser à 2,45 et puis si le VIX devait baisser, je serai exercé tout simplement. Tout simplement. Je termine avec la parité euro-dollar. Donc la parité euro-dollar, vous voyez, là on est en hebdomadaire, on va repasser en quotidien. Donc en quotidien, il se passe quelque chose. Hein. Vous voyez que l'euro-dollar reprend du poil de la bête, vraiment. Il a l'air de vouloir repasser au-dessus de ses moyennes longues. Donc pour l'instant, si je m'en tiens à mes critères, le MACD est baissier aujourd'hui, en quotidien, et il est haussier, je pense, en hebdomadaire. Si le graphique voulait bien charger, je crois que j'ai la bande passante qui ralentit un peu. Il est aussi en hebdomadaire depuis un moment, hein, depuis un moment maintenant, depuis la mi-octobre. Donc on n'arrive pas à casser ce plafond de verre ici, vous voyez, on n'arrive pas à le casser. Il y a quand même un gros chapeau ici, mais le MACD ne semble pas vraiment donner de mauvais signes. Il y a un ralentissement certes, mais donc je dirais que dans tous les cas, il ne faudrait pas être beaucoup plus que un quart euro, trois quarts dollar, encore une fois. Donc quelle est la situation actuellement? On est moitié-moitié. On est un peu moins de la moitié en euros et donc un peu plus de la moitié en dollars. Euh, je pourrais baisser un petit peu l'exposition en euros. Je ne vous cache pas que je ne vais pas le faire ici pour une raison extrêmement simple, c'est que je m'attends, en tout cas j'espère, que mes calls CVS soient exercés. Donc j'aimerais bien être exercé d'ici demain. Si c'était le cas, ça baisserait mon quota d'actions et donc ça baisserait mécaniquement ma valeur liquidative en dollars. Et donc la proportion irait favorablement à l'euro. Donc je vais attendre ce mouvement qui va peser sur mon portefeuille, je pense, avant de faire quoi que ce soit. On va en rester là pour l'instant ici. Sachez que grosso modo, je deviens petit à petit neutre, voire légèrement haussier l'euro versus le dollar. Donc dans ce scénario, il n'est pas déconnant d'accepter de se remettre à réemprunter un peu plus de dollars plutôt que d'avoir vraiment trop de dollars dans le portefeuille. Je préfère avoir un peu plus d'euros sur le principe. L'euro apparemment veut
veut reprendre un petit peu la main. En tout cas, le dollar veut lâcher du terrain. Voilà pour l'analyse de ce soir. J'espère qu'elle aura été le plus claire possible. Je sais que c'est toujours un peu dense. Le portefeuille se tient bien. L'année dernière a été excellente. On a terminé à 24%, je crois. Pour autant, c'est ce qu'a fait le marché, donc il n'y a pas à fanfaronner non plus. Et l'année démarre bien également. Donc maintenez le cap. Attention, attention, attention à votre stock picking. Démarrez doucement. Soyez vraiment sniper. Cette année, je vais entrer au compte-goutte. Vraiment, vraiment, vraiment au compte-goutte. Ne saisir que les meilleures opportunités de vente. Et quand vraiment mon θ est en dessous de mon objectif de gain à l'année, entrer soit en spread, en bull put spread, donc les spreads habituels normaux, vous vendez un put 50 et vous achetez un put 45, ou alors sous forme de ratio, quand je pense que potentiellement on est à l'aube d'un petit pic de volatilité vraiment. Là on est quand même dans une situation qui est épatante. On a une hausse continue sur les marchés, le marché s'envole, alors que la macroéconomie ralentit. C'est quand même assez épatant. Voilà. Vous avez ma version pour ce soir. N'hésitez pas, encore une fois, à m'écrire, me contacter, discuter de tout ça. C'est toujours avec le plus grand des plaisirs. Merci pour les nouveaux curieux qui m'interrogent. Et je vous dis à très vite pour le prochain atelier. Excellent début d'année à vous et à très bientôt. Bye bye.